moteur. Ça tourne? Ça tourne. C'est parti. Je ne sais pas quel est mon portrait vraiment. Mon portrait, je pense qu'il doit posséder plusieurs faces aussi, plusieurs visages. Alors l'énergie qui me pousse sur le terrain, hein, ou qui me tire, qui m'aspire, je la dois d'abord à un milieu familial. C'est-à-dire que quand on vit dans un milieu où tout se passe bien, où il y a de l'amour, ça donne de l'énergie, hein, ça donne de la pêche. Mais ça vient aussi d'un lointain. Ça vient aussi d'une épreuve qui a été réussie, hein, qui a été franchie, encore une fois, parce qu'il y a eu de l'amour. Quand je suis né avec des problèmes importants aux jambes. Et si mes parents ne m'avaient pas aidé, porté, soutenu, il serait probable que je serais encore aujourd'hui avec ces problèmes. Donc j'ai été pionnier, malgré moi, en quelque sorte, dans une belle aventure. Je suis né avec les pieds beaux. Et j'ai été aidé par à la fois donc, un désir paternel et maternel de me voir marcher, et puis moi-même, le désir de vouloir marcher, de pouvoir me dresser, me servir de mes jambes. J'ai commencé à me sentir libre de marcher à l'âge de 8 ou 9 ans. Ça a été le moment où je me suis senti un peu comme tout le monde, et un peu plus que tout le monde, parce que j'avais justement 2 jambes. Je savais que j'avais 2 jambes, que ces 2 jambes pouvaient me porter, et depuis cette époque, elles n'arrêtent pas de me porter partout sur la planète. Voilà un paysage qui abrite l'un des animaux les plus représentatifs de la Corse, le mouflon. Le mouflon corse, en fait, c'est un mouton rustique qui a été introduit par la mer, par les hommes, au néolithique, il y a quelques milliers d'années. Ce mouton rustique est devenu sauvage et ça donne le mouflon. Pour découvrir la nature, il faut une porte d'entrée. Regardez. Oh! Vous savez ce que c'est? Non. Ce sont des tritons. Ça ressemble à un crapaud. Ça ressemble à un crapaud, sauf qu'il a une queue, hein, tu vois, regarde. Oui. Ce sont effectivement des animaux de la famille, de la grande famille des batraciens. Des quoi? Des batraciens, comme les crapauds, les grenouilles. Comme tous les enfants, j'avais un peu l'esprit d'aventure. Et les premiers animaux qui ont attiré mon attention, vraiment très fortement, ce sont les reptiles. Et j'ai connu une très grande passion pour les reptiles. Regardez, il rentre dans le trou là-bas. Donc je me suis intéressé très tôt aux serpents, très tôt aux lézards, ce qui agaçait profondément tout le monde, parce que évidemment, quand je rentrais à la maison avec des lézards dans un sac ou des serpents dans un sac, ça agaçait un peu quand même, il faut le reconnaître. Mais petit à petit, mon entourage s'est habitué à ça. Je me rappelle très très bien mon grand-père allant chercher les voisins pour dire aux voisins, venez voir ce qu'il a trouvé. Je ramenais avec une vipère, avec un lézard, avec un serpent, et j'étais devenu un peu déjà le naturaliste du village. C'est une volontaire, ouais. François Philippe. Voilà, donc tu la serres pas trop, parce que si tu lui serres le kiki, elle va se défendre. Voilà, allez, et puis on va la mettre sur la dune, comme ça on pourra la voir se déplacer. Voilà, comme ça ? Voilà. Les serpents m'ont appris à connaître leur environnement. Et à ce moment-là, je me suis intéressé à tout ce qui habille la nature. Donc la notion de biotope, la notion d'habitat, mais très très tôt, hein, dès l'âge de 12-13 ans, je savais déjà ce que c'était qu'un habitat.
c'est les reptiles qui m'ont permis justement d'entrer dans la nature et les reptiles m'ont même permis autre chose, ils m'ont permis d'aller à la rencontre des hommes. Les reptiles sont quasiment dans toutes les croyances, dans toutes les religions. Même les Lapons connaissent le reptile et pourtant en Laponie, il n'y a pas de reptile. Donc ce sont des animaux qui ont voyagé énormément à travers les histoires transmises comme ça oralement. Et c'est ce qui fait que dans le monde entier, on se les représente, même si on ne les a jamais vus directement. C'est un caméléon. Il est pressé de se sauver. Oui, oui, oui. Alors dis donc, il est très très beau, hein. Il est marbré. En fait, il a des pigments qui lui permettent et des taches de se confondre comme ça sur le milieu. Alors ce qui est très très drôle, c'est quand on voit le caméléon qui se déplace sur une branche, il se déplace très lentement comme ça, puis de manière très saccadée. C'est pour éviter de se faire repérer. Les caméléons, je me rappelle bien encore, quand on était petit, on s'amusait beaucoup avec parce qu'ils prenaient la couleur de nos habits. Je pense que mon école, moi, c'est plutôt l'axe autodidacte. C'est la pile énorme de bouquins dans laquelle j'entre, je feuillette page à page. C'est les rencontres que j'ai eues tout au long de mon chemin, très tôt, dès l'âge de 14 ans. C'est des chances, peut-être aussi, des carrefours dans lesquels j'ai pris la bonne direction, grâce à une rencontre, à une main posée sur l'épaule. Ça va, ça manie? Bien? Mais d'année en année, donc, tout est allé en rebondissant. C'est-à-dire que ces rencontres m'ont dirigé vers d'autres rencontres. À partir du moment où on est nature, on est vrai, on exprime un souhait, et mon souhait, c'était très honnêtement d'en connaître le plus possible sur la nature pour pouvoir d'abord bien m'y sentir, pour pouvoir la visiter à l'échelle planétaire, mais aussi pour pouvoir communiquer. Or, toutes ces rencontres en ont amené d'autres. Et ce qui me séduisait chez les gens que j'ai rencontrés, que je rencontre encore aujourd'hui, c'est non seulement leur connaissance, mais la capacité qu'ils avaient à restituer cette connaissance, à la faire partager autour d'eux. Et c'est un peu comme si on se trouvait actuellement à l'intérieur d'une immense chaîne de montagnes. Et c'est comme si on était à 20 km à l'intérieur de cette chaîne de montagnes. Fin de l'exercice numéro 1. Bon, alors, on va continuer à l'épaule. C'est une question que va poser Michel. Et puis, donc, vous vous repositionnez comme vous étiez tout à l'heure, mais les fixes, ça, sans bouger. Un geyser. Oh, dis donc. Elle est à combien, l'eau dessous, là? Oh, il y a environ 1 mètre de glace. 1 mètre de glace? C'est comme ça que vous creusiez la glace autrefois? Autrefois, on se débrouillait très bien avec un morceau de panache, hein, un panache d'orignal. Le panache, sont les bois d'orignaux, c'est ça? Oui, hein, le panache, les bois, oui. Ouais. Ce qui est extraordinaire dans Grandeur Nature, c'est que d'abord, je ne vois pas le temps passer, et d'autre part, chaque émission est différente. Et ça vient de quoi? Ça vient pas seulement du thème, puisque nous travaillons sur des thèmes, ça vient d'un ensemble de phénomènes. À savoir, je ne travaille pas toujours avec les mêmes gens. Donc, ce qui sort de ça, c'est toujours très différent. Et ça, c'est une véritable aventure. Alors, l'aventure naturaliste, l'aventure, je vais dire, scientifique, elle n'est pas très compliquée à gérer, à mettre en place. Il y a un thème, on sait comment ça commence, et moi je sais avant tout le monde comment ça se termine. Mais on ne maîtrise pas la météo. Donc, dans Grandeur Nature, nous sommes toujours en train de nous adapter. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais, elles sont groupées au fond, là-bas. Elles sont loin, mais on Et puis, c'est aussi l'aventure, parce que quand on part filmer un animal, lui, on ne prend pas rendez-vous avec lui. C'est-à-dire qu'on sait qu'il habite là, on sait qu'il est là, et on sait que nous avons exactement 1 heure ou 1h30 pour le saisir. Alors, il se trouve que la plupart du temps, il est là, et on arrive à montrer de belles images. C'est marrant parce que les girafes, elles ont des taches. Mais toutes les taches, elles sont différentes. Chacune girafe a... Ils n'ont pas les mêmes taches, quoi. Ça fait comme nous pour les empreintes digitales. Personne n'a la même. En tout cas, leur robe est très jolie. Ouais.
Mais c'est vrai qu'ils ont la langue bleue? Ouais, bleu, violette, enfin elle est foncée quoi. Mais elle est plus bleue. Vous savez ce qu'on raconte en Polynésie, où il a été aussi introduit? On dit que les papillons viennent se rafraîchir leur couleur en se frottant aux fleurs du flamboyant. Ah, mais nous aussi, on prend les fleurs de flamboyant puis on se met pour faire du maquillage. Hé Michel, voilà mon village, il s'appelle Tayohai. Et voilà ma maison, elle est juste avant la mer. Les îles hautes offrent de beaux paysages, mais alors dis donc, ils se méritent. Ouais, mais là... Le début de Grandeur Nature, c'était avec des enfants. J'avais à côté de moi des enfants, 2 ou 1 enfant. Et c'est parce qu'on l'avait déterminé comme ça, parce que les enfants sont des gens curieux et qu'ils savent poser les bonnes questions. On peut se dire, là par exemple, on est en train de marcher, on utilise nos jambes. Ouais. On peut aussi se déplacer dans l'air, dans le ciel. Donc ça me permettait, et j'en ai vraiment eu un très grand bonheur, de vivre des expériences fortes avec des enfants en pleine nature, des enfants qui m'embarquaient dans leur monde, dans leurs rêves aussi, et qui m'obligeaient en quelque sorte à livrer les choses de telle sorte qu'ils les comprennent bien, et du même coup, j'arrivais à me faire comprendre d'un plus grand nombre. On faisait bouger les grenouilles. Voilà. Vous les faisiez bouger à coups de pierre, à coups de cailloux, et les bombardiers? Non, on les mettait à côté pour qu'elles viennent vers nous. Ah, d'accord. Et puis petit à petit, l'échange étant au cœur de l'émission, nous avons trouvé des gens curieux, des adultes curieux, comme les enfants qui sont capables de m'embarquer dans leur monde, dans leur environnement, de me poser des questions. Mais en même temps, moi, je leur en pose. Donc, on est dans un univers qui n'a pas fondamentalement changé, si ce n'est que nous avons en face de nous, aujourd'hui, des gens adultes, mais qui finalement sont restés de grands enfants. C'est le grand corbeau qu'on entend, là. Ah, mais oui. Tu veux que je l'appelle? Je veux bien. On va essayer. Il répond. C'est bon? D'accord? Ouais. C'est lui. Quand on dit que pour que la vie puisse exister, il faut de l'eau, de la lumière et de la chaleur, c'est au minimum ça. Il faut rajouter d'autres choses, et entre autres la communication. Sans communication, il ne peut pas y avoir de vie. On ne peut pas se priver de communiquer, parce qu'on est fait pour ça en quelque sorte. Si les hommes se sont donné du mal à communiquer, c'était d'abord pour manger. C'était des sons qui étaient capables de dire aux chasseurs d'en face, il y a quelques dizaines de milliers d'années, la bête arrive sur ta gauche ou sur ta droite ou devant toi, elle est grosse, elle est petite, attention. Et dans des instants pareils, les frissons remontent en surface. Tiens. Donc le naturaliste, celui qui va se frotter, se rouler dans la nature, forcément il communique comme les autres. Et de quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'il envoie comme message? Des messages qui lui viennent des tripes et du cœur. C'est des messages sur la nature forcément. C'est des belles images, c'est des belles histoires. C'est expliquer comment l'orchidée a besoin de l'abeille pour être fécondée, mais il faut aussi dire pourquoi l'abeille a absolument besoin de l'orchidée pour se féconder. Plus tard, quand il repart un peu fatigué, s'il sent à nouveau le parfum de la reine, il va rejoindre une ruche. Et là, il sera accepté par la reine, tout simplement parce qu'il est parfumé. Sans communication, il ne peut pas y avoir de vie. Les gens ne peuvent pas se rassembler. Et ça, pour moi, c'est vraiment très, très important. Et tout ce qui permet de communiquer est pour moi quelque chose de fort. Il y a la télévision, bien sûr, mais il y a eu aussi la radio, il y a aussi les livres, les bouquins. Et tout ça, c'est complémentaire. Ça ne s'oppose pas du tout. Ce qui est extraordinaire, c'est... J'ai eu la chance de participer à une édition sur la randonnée naturaliste. Et je sais que des gens prennent mes bouquins, les mettent pas dans une bibliothèque, mais les torturent, c'est-à-dire qu'ils les mettent dans leur sac à dos et suivent les sentiers que je propose. La notion de confidence est très forte. On ne peut pas
aimer la nature et l'humanité comme je crois l'aimer, sans livrer des confidences aux gens. J'ai écrit dans un bouquin, Le plus petit feu du monde, quelques pages où je décris des rencontres. Et ces rencontres-là, qui sont des rencontres furtives, m'ont guidé autant que les rencontres que j'ai pu avoir avec les scientifiques de renom, les gens très connus. Il n'y a pas de petites gens sur la planète, il n'y a que des gens. Et on se rend compte à quel point, finalement, le monde ne repose que sur des valeurs qui sont celles de l'humanité. Et avec ce roseau qu'ils amassent, ils fabriquent des îles flottantes qu'ils installent au milieu du lac. Et sur ces îles flottantes, faites de roseaux, ils construisent des maisons en roseau. Le mobilier de ces maisons est fabriqué à partir du roseau. Il faut protéger, non pas par intérêt, mais par amour. Et ça, c'est très important. Alors, moi, mon rôle, je me le suis défini ailleurs. C'est d'embarquer le plus grand nombre de gens dans une nature que l'on veut à tout prix protéger, parce qu'on a envie de se la garder. On a envie de se l'approprier, d'y être bien. Et je crois que ça, c'est un enjeu très important. Tu vois ce gros rocher-là ? C'est du granit et il est là depuis longtemps. Il est tellement usé, il ressemble à une boule. C'est le sable qui l'a transformé comme ça, avec le vent. Tout ce granit-là, tu vois, il y a fort longtemps, il y a très 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 longtemps, il était très chaud, il était liquide. Et à ce moment-là... Il y a des lieux dans lesquels je me sens très bien. Et parmi ces lieux, il y a la Guyane française. Alors pas parce que c'est la Guyane française, mais c'est parce que la Guyane française est un petit morceau d'Amazonie. Et que dans ce morceau d'Amazonie, on comprend totalement que nous sommes nature. La forêt amazonienne, c'est pas, c'est pas du tout ce qu'on peut se représenter. C'est pour moi une mise en connexion avec la vie. Quand je rentre dans la forêt amazonienne, même dans les endroits où il n'y a personne, il n'y a pas de population humaine, je me sens observé. Et là, je me sens très près des Amérindiens. Quand les Amérindiens disent « la forêt te regarde de l'intérieur des arbres », ils ont totalement raison. On est observé dans la forêt et on est observé... c'est le sentiment que j'ai, aussi bien par les plantes que par les animaux qui y habitent. Plus on avance, plus la planète semble connue. Et en fait, je pense qu'on se trompe. C'est une grosse erreur. Ça risque de nous envoyer dans le mur, ça. Parce qu'en fait, on devrait se rendre compte, et heureusement, un grand nombre de gens, des scientifiques qui travaillent sur les phénomènes planétaires le disent quotidiennement dans leurs recherches, l'expriment aussi. De plus en plus de gens qui ont comment dire, dans les jambes ces fourmis qui les poussent à marcher et visiter le monde se rendent compte qu'effectivement la planète est loin d'être connue. On a encore énormément de choses à découvrir et surtout on se rend compte que finalement, où que l'on soit sur la planète, on est en relation avec le reste du monde. Les conséquences de la déforestation à l'échelle planétaire sont colossales puisqu'elles agissent sur la direction des vents et notamment la distribution de la pluie. Tout ce que l'on voit sur la planète, à un endroit donné, a une correspondance ailleurs. Ce qui me motive à parcourir la planète, c'est justement mettre en relation tous ces phénomènes et surtout les petits liens qui feront que je pourrais les accrocher entre eux. C'est cette dimension planétaire des phénomènes, mais qui finalement n'en forme qu'un, celui de la vie à l'échelle du monde.
Quand on parle des chevaux marquisiens, en fait, on parle de chevaux espagnols qui ont été introduits par les Espagnols au Chili et puis après amenés jusqu'ici, c'est ça? Ouais. Ils ont été, en fait, les premiers chevaux ont été introduits dans les îles Marquises par le Petit Thouars. Je pense à l'homme comme étant homme nature. Donc je ne peux pas imaginer un voyage totalement vide d'hommes. Or, des hommes, on en trouve partout. On en trouve dans les milieux très froids, on en trouve dans les milieux très chauds et très secs, très humides. Et la présence des hommes, pour moi, est très importante. Parce que c'est à partir d'eux que je vais pouvoir entrer dans leur environnement. C'est la clé. Et en me frottant aux hommes partout sur la planète, je me rends compte à quel point nous sommes tous semblables. La problématique de vie pour les hommes, où que l'on soit sur la planète, est la même. Je vous remercie de votre accueil. Et je vous remercie aussi pour cette coutume au cours de laquelle je vais vous demander un certain nombre de choses. Et dans cette immensité, il reste encore Baptiste, le dernier des buronniers. Allons lui rendre visite. Ça va. On ton père là. Vous pouvez plus traire comme vous Eh non. Il fallait, je sais pas quoi faire, mettre des gants, des blouses blanches peut-être pour traire les vaches. Et moi, j'ai jamais vu ça. Et on n'est pas pharmacien ici. Je me sens en même temps responsable du malheur des autres sur la planète. Et ce qui me martyrise, l'unique chose qui me martyrise dans mes voyages, c'est pas les douleurs aux pieds, c'est pas la soif, la faim, c'est cette espèce de relation que j'ai à la culpabilité vis-à-vis d'une sorte d'injustice que je rencontre en chemin. Quand ils se mettent à déborder, ils noient tout le delta, ils rasent tout sur leur passage. Et puis d'autre côté, il y a l'océan, qui de temps en temps se met en colère aussi. Et ce sont des vagues énormes, mais des vagues d'eau salée, qui envahissent le delta. Eh bien, ce sont des pêcheurs, 98%. Vous imaginez un petit peu, des petits pêcheurs grands comme ça, qui sont les enfants jusqu'aux adultes. Tout le monde participe à la pêche. Ah, c'est une préparation, parce qu'ils partent aussi avec des yaks, parce que là encore, il y a du chemin, il y a plusieurs jours d'ascension, parce que les femmes sont à 4500 mètres d'altitude. Les villages, évidemment, sont éparpillés, et pourtant, ils obéissent aux mêmes règles. À l'intérieur de chaque village, il existe une hiérarchie spirituelle, appelons-la comme ça, au sommet de laquelle se trouve le Hogon. J'ai des petits-enfants. Et j'avoue que ces petits-enfants m'ont aidé à regarder la vie, la nature autrement. Et je suis inquiet pour eux, parce que je me rends compte qu'il y a en ce moment des mécaniques qui sont en route, que nous avons fait démarrer il y a quelques siècles, que nous accélérons encore aujourd'hui. Et je sais que dans 50 ans, 60 ans, 70 ans, mes petits-enfants, comme tous les petits-enfants actuels, comme nos descendants, en fait, auront à se coltiner, à s'affronter à des problèmes que nous aurions pu éviter par intelligence. On ne l'a pas fait. Alors il y a sûrement des solutions, il y a aussi beaucoup d'optimisme dans la vie du naturaliste, j'allais dire métier de naturaliste, c'est pas un métier, c'est une vie, c'est une passion. Il y a aussi beaucoup d'optimisme et cet optimisme doit prendre le dessus sur justement ces côtés ternes. Et c'est pour ça que je m'investis beaucoup, c'est pour ça que sans m'en persuader, je suis toujours en train de remuer tout ça et puis surtout de jouer un rôle d'éducateur, d'éducation en disant attention, on a fait des bêtises mais on avait moyen de les éviter, on a encore les moyens probablement d'intervenir, il faut que cette communauté d'hommes s'unisse pour que finalement les choses avancent.
Si le cœur vous en dit, je vous donne rendez-vous ce vendredi dans Grandeur Nature sur France 3. Si le cœur vous en dit, je vous donne rendez-vous ce samedi dans Grandeur Nature sur France 3. Si le cœur vous en dit, je vous donne rendez-vous ce dimanche dans Grandeur Nature sur France 3. Si le cœur vous en dit, on se retrouve sur Odyssée.